Bonjour, je suis le professeur Lançon. Je vais aujourd'hui vous parler du problème et de la question du sevrage et des arrêts des antidépresseurs. Alors, pour l'introduction, il faut quand même bien prendre en compte les données suivantes. Les antidépresseurs sont bien évidemment depuis les années 50-60 une avancée majeure dans le traitement des états dépressifs qui ont modifié le pronostic de cette affection. Dès le début de la prescription des antidépresseurs, des manifestations qu'on appelait de sevrage ou d'arrêt ont été décrites, mais malheureusement ces manifestations ont rarement été prises en compte, enseignées ou documentées, jusqu'à très récemment. Les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine sont actuellement des antidépresseurs de première intention et largement utilisés en pratique quotidienne pour le traitement de nombreux troubles psychiatriques. La reconnaissance des manifestations de sevrage ou d'arrêt reste toutefois un phénomène assez récent dans les manuels de psychiatrie et dans la pratique psychiatrique. Et ces manifestations de sevrage sont trop souvent ignorées en pratique par les cliniciens et quelquefois par les patients. Pourtant, dans la pratique quotidienne, le souci ou la volonté d'arrêt des personnes sous médicaments psychotropes est un phénomène constant et très fréquent. Il convient donc de pouvoir, dans le cadre d'une relation médicale partagée, discuter et argumenter sur cette volonté d'arrêt et les moyens de faire que cet arrêt se passe dans les meilleures conditions possibles. Alors, la reconnaissance des manifestations de sevrage, comme j'ai déjà dit, reste dans la psychiatrie et les études psychiatriques un phénomène récent et encore assez souvent ignoré par la majorité des cliniciens. C'est un phénomène qui est malheureusement fréquent, et donc on doit en informer les patients, et qui s'avère en clinique assez complexe, comme nous le verrons. Et enfin, ce phénomène, s'il est fréquent et complexe, il peut être dans la majorité des cas prévenu dans le cadre d'une relation thérapeutique partageant le schéma thérapeutique et les connaissances. Alors, dans la littérature psychiatrique, ce qu'on appelle les syndromes de sevrage aux psychotropes, les plus particulièrement aux antidépresseurs, est un phénomène qui est apparu assez récemment dans les publications. Toutefois, je l'ai déjà dit, dès le début des années 50, dès le début des prescriptions des antidépresseurs, les cas rapportés de sevrage des antidépresseurs sont déjà signalés, mais il faut attendre la fin des années 90 pour qu'on introduise le terme de symptômes d'arrêt des antidépresseurs. L'introduction de ce terme de syndrome d'arrêt des antidépresseurs et la discussion de est-ce qu'il s'agit d'un syndrome d'arrêt ou de sevrage pose la question des mécanismes physiopathologiques et des idées théoriques que l'on peut avoir derrière les phénomènes cliniques rencontrés. Actuellement, on estime que l'ensemble des médicaments psychotropes peuvent entraîner, lors d'une prise longue ou prolongée, lors de leur arrêt, surtout lorsque celui-ci est brutal, des manifestations qu'on appelle de sevrage. Ces problèmes de sevrage et d'arrêt sont des problèmes fréquents, largement soulignés et reconnus par les patients. Et c'est pour ça seulement en 2019, le Royal College of Psychiatry a reconnu pour la première fois que les manifestations de sevrage et le sevrage aux antidépresseurs pouvaient, dans un certain nombre de cas, être persistants et graves. Les manifestations de sevrage aux antidépresseurs ne sont pas les seules, comme j'ai déjà dit, manifestations de sevrage aux psychotropes, puisque ces manifestations de sevrage sont décrites pour la majorité des médicaments du système nerveux, en psychiatrie et en neurologie, comme avec les benzodiazépines, les hypnotiques, les neuroleptiques et les antiépileptiques. C'est important de avoir en tête que ces manifestations de sevrage ont une composante à la fois physique et aussi psychique, et cette composante psychique peut, dans certains cas, être prise pour un trouble psychiatrique propre ou la réapparition d'une maladie psychiatrique. Ce sera toute la discussion et toute la difficulté clinique. Ces manifestations de sevrage, même si elles sont fréquentes, sont le plus souvent transitoires et
dans la majorité des cas, de courte durée. Toutefois, en clinique, le problème principal reste celui de la polymédication et donc de l'arrêt simultané de plusieurs psychotropes, comme par exemple des benzodiazépines et ou des hypnotiques associés aux antidépresseurs, ce qui pose un certain nombre de difficultés quand on souhaite arrêter son traitement psychotrope. Ce phénomène de sevrage est fréquent, je l'ai déjà dit, il est peu et mal documenté. En effet, peu d'études qu'on pourrait appeler sérieuses ou randomisées sur le sevrage comparant les antidépresseurs ont été menées à ce jour. La plupart des études disponibles présentent de faibles effectifs et un certain nombre de problèmes méthodologiques, ce qui rend pour la pratique quotidienne la portée de ces résultats relativement modérée ou faible. Ceci d'autant plus que dans la majorité des cas, les patients qui reçoivent un traitement antidépresseur reçoivent en pratique souvent d'autres molécules comme les hypnotiques et les anxiolytiques, parfois en long cours. L'ensemble de ces données rend difficile l'applicabilité des études scientifiques à la pratique clinique quotidienne. Toutefois, on n'est pas totalement désarmé. On peut avoir en tête que plus la moitié des patients qui reçoivent un traitement antidépresseur sur plusieurs mois vont souffrir de manifestations de sevrage à l'arrêt. Alors là, c'est la question du verre à moitié plein ou à moitié vide. On peut imaginer effectivement que plus de la moitié n'en présenteront pas. Deuxième élément, la majorité des patients qui décrivent des manifestations de sevrage les décrivent comme modérées, mais une minorité, et c'est là toute la question de la caractéristique et de l'aide apportée à cette minorité des patients, vont décrire des symptômes qu'on appelle sévères et persistants parfois. Alors, l'incidence des manifestations de sevrage est liée à deux grands types de phénomènes dans la littérature. Tout d'abord, la présence d'effets secondaires dès le début du traitement. Ça, c'est un élément qu'il faut prendre en compte. Plus les patients auront une relative intolérance à l'introduction du traitement antidépresseur, plus ils seront sujets à l'apparition de manifestations de sevrage. Ici encore, ça permet d'anticiper en clinique et donc proposer chez les patients des modalités de sevrage qui seront peut-être plus progressives et ou plus attentives. Deuxième élément qui est associé avec les manifestations de sevrage, c'est ce qu'on appelle la demi-vie d'élimination du médicament. Plus la demi-vie d'élimination est courte, plus les manifestations de sevrage sont décrites comme importantes. Autre élément lié aux propriétés des médicaments, ce qu'on appelle les médicaments à forte puissance ou à forte affinité des récepteurs. Et plus ces médicaments ont une forte affinité pour certains récepteurs, plus dans la littérature ils sont associés avec des manifestations de sevrage. Je prends ici l'exemple des antidépresseurs. Si on prend par exemple un antidépresseur qui a une demi-vie relativement courte, comme la paroxétine, la demi-vie allant entre 10 et 20 heures selon la dose et les personnes, on trouve dans la littérature, avec ce médicament, une incidence plus élevée de manifestations de sevrage. Si on prend à l'inverse l'exemple de la fluoxétine, qui a une demi-vie de plusieurs jours lors d'administration chronique, on a dans la littérature beaucoup moins de manifestations de sevrage. Ce qui veut dire qu'on peut, lors des arrêts, et donc pour éviter les manifestations de sevrage, dans un certain nombre de cas, essayer de passer de molécules comme la paroxétine à la fluoxétine pour diminuer l'incidence de ces manifestations de sevrage. J'ai pris un autre exemple dans la littérature, les symptômes somatiques, donc, qui ne sont pas l'ensemble des manifestations d'arrêt, puisqu'il y a aussi, je l'ai déjà dit, des manifestations psychiques. Les symptômes somatiques avec des médicaments comme la sertraline, donc à demi-vie courte, sont décrits chez 50 à 60% des patients, ce qui est un phénomène largement majoritaire chez les patients recevant ce type de traitement. Ces manifestations de sevrage, elles sont en partie spécifiques aux inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, mais elles sont aussi décrites avec les tricycliques, les IMAO, les IRSRS et aussi les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine à noradrénaline comme la venlafaxine, la duloxétine, le mivelsiprant. Il semble d'ailleurs qu'avec la venlafaxine, on est dans la littérature le plus de manifestations de sevrage
On estime d'ailleurs dans les essais contrôlés et les essais ouverts que environ 25 à 75% des patients vont présenter à l'arrêt de la venlafaxine des manifestations de sevrage, et pour le Minalcipran, c'est de l'ordre de 13 à 30%, donc on voit qu'il y a une très forte disparité suivant les molécules, même pour les inhibiteurs de recapture de la sérotonine et la noradrénaline, dans l'apparition des manifestations de sevrage. Il faut quand même retenir qu'avec la venlafaxine, on a le plus de risques de voir apparaître des manifestations de sevrage, et donc le plus de difficultés à arrêter ce type de traitement. Alors on a essayé de proposer une classification des antidépresseurs suivant le risque relatif de manifestation de sevrage. Vous voyez, les molécules qui ont un risque très élevé, ce sont des molécules assez anciennes, comme la tranylcypromine. Le risque élevé, c'est la paroxétine, les tricycliques et la venlafaxine. A l'inverse, la fluoxétine et le Minalcipran ont un risque faible. Et puis, certaines molécules ont des risques peu documentés ou un doute, comme la gomélatine, la mirtazapine ou le bupropion. Cette classification peut être utile en clinique et devrait donc alerter quant aux stratégies à mettre en place pour éviter ces syndromes de sevrage. Alors, les manifestations de sevrage, ça reste quand même un phénomène complexe cliniquement, hein, dans la pratique, dans la vie quotidienne. Pourquoi? Parce que ces manifestations qui sont à la fois somatiques mais aussi psychiques peuvent se présenter et évoquer plusieurs éléments cliniques qui sont distincts et qui vont justifier des prises en charge et des adaptations de traitements spécifiques. Tout d'abord, donc les symptômes de sevrage classique, on verra. Ce qu'on appelle un effet rebond, donc une exacerbation de certains symptômes liés à l'arrêt, des troubles post-sevrage persistants, et puis enfin surtout la question de la rechute et de la récidive de la maladie d'origine pour laquelle on a prescrit l'antidépresseur. Alors les manifestations de sevrage, elles sont en général d'apparition rapide à l'arrêt, dans les heures qui suivent et quelques jours ou plus. Elles sont le plus souvent transitoires. Elles sont caractérisées par des symptômes non spécifiques qu'on appelle par l'acronyme anglais FINISH, qu'on verra ensuite, qui renvoient dans certains cas des manifestations sérotoninergiques ou cholinergiques spécifiques, suivant l'importance des effets sur ce type de récepteurs des molécules utilisées. Le rebond, c'est la réapparition du trouble dépressif de manière plus intense que celui qui était initialement constaté. Donc là encore, c'est très important d'avoir une anamnèse, c'est-à-dire une histoire du trouble, en ayant bien en tête les manifestations qui ont permis de prescrire l'antidépresseur, et donc de pouvoir documenter si de nouvelles manifestations apparaissent ou si ces manifestations sont plus intenses à l'arrêt. La rechute, c'est l'apparition du trouble dépressif sans rémission à l'arrêt, puis la récidive, c'est l'apparition d'un nouvel épisode, en général 6 à 9 mois après l'arrêt d'un traitement antidépresseur. Je vous renvoie aux différents cours sur ces sujets. Alors, on a décrit, et donc là je vous redonne un tableau qui permet de décrire la clinique des symptômes possibles à l'arrêt d'un traitement antidépresseur. Donc, soit on a des nouveaux symptômes et on est plutôt face à des manifestations qu'on appellera de sevrage, on va voir plus en détail. Ces manifestations sont bien évidemment réversibles et, comme j'ai déjà dit, surviennent dans les quelques heures suivant l'arrêt du traitement. Parfois ça peut être plus long suivant la demi-vie, là encore, de la molécule utilisée. Le rebond survient en général là aussi dans les quelques heures, parfois quelques semaines avec les molécules à demi-vie plus longue, et le rebond est un phénomène réversible. Et comme je l'ai déjà dit, ce sont des manifestations cliniques qui sont celles initialement constatées lors de la prescription du traitement, qui vont être là présentes de manière beaucoup plus intense que lors du début de l'épisode. Et enfin, il est décrit des manifestations de sevrage persistants qui peuvent durer plusieurs semaines. Dans certains cas, il a été décrit plusieurs mois, c'est exceptionnel. Ils sont persistants, ils durent donc plusieurs semaines, voire plusieurs mois, mais dans la majorité des cas, ici encore, ils vont disparaître. Et puis enfin, la question de la rechute ou de la récidive, j'ai déjà évoqué, et on en reparlera dans un autre cours.
Alors les symptômes de sevrage en eux-mêmes, c'est des nouveaux symptômes, c'est-à-dire des symptômes qui n'étaient pas présents lors de la prescription initiale du traitement ou pas présents lors de la prise au long cours des médicaments psychotropes. Ces symptômes de sevrage, j'ai déjà dit, ils apparaissent rapidement à l'arrêt, tandis que ce qui est de l'ordre de la rechute sont des manifestations plus décalées. Et ces symptômes de sevrage ont une tendance à s'estomper dans le temps, et les syndromes de rechute ou les autres manifestations cliniques décrites précédemment vont mettre plus de temps ou vont s'exacerber avec le temps. Alors, les différentes manifestations de sevrage décrites avec les médicaments sérotoninergiques en général et d'autres sont d'ordre qu'on appelle généraux, qui peuvent associer des troubles cardiovasculaires, des troubles gastro-intestinaux, des troubles neuromusculaires, des troubles sensoriels comme les paresthésies, des troubles visuels dans un certain nombre de cas. On peut aussi voir apparaître des difficultés de sommeil et puis des manifestations psychiques ou mentales qui peuvent aller dans certains cas comme par exemple l'anxiété, l'agitation, enfin tout un certain nombre de symptômes. Donc vous voyez que ces symptômes sont très divers et il est très important de repérer l'apparition de ces nouveaux symptômes qui doivent faire évoquer en clinique et chez un certain nombre de patients l'apparition de symptômes de sevrage. Ici, on a la liste des manifestations spécifiquement décrites avec les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline. Vous voyez qu'ils sont généraux, visuels, cardiovasculaires, gastro-intestinaux, sensoriels, neuromusculaires, c'est un élément très important, comme le tremblement, les crampes, vasomoteurs, cognitifs, affectifs. Et là, on peut avoir une réapparition de manifestations comme une apparition de manifestations, par contre, comme la dysphorie ou l'anxiété, c'est parfois assez difficile chez les patients qui sont mal ou peu stabilisés avec le traitement antidépresseur au long cours. Et puis, bien évidemment, des manifestations de type de troubles du sommeil ou parfois des troubles de comportement comme des attitudes impulsives. D'une manière générale, il y a un moyen mnémotechnique qu'on appelle Finish, qui est un mnémotechnique pour se souvenir de ces manifestations qui sont issues de l'anglais. Ce sont tout d'abord les flu-like symptômes, les symptômes pseudo-crypto. Deuxièmement, l'insomnie. Donc ça va être une modification du sommeil. Et là, il faudra une analyse assez précise de cette modification, avec souvent dans ce type de symptômes de sevrage l'apparition de rêves ou de cauchemars, l'existence de nausées, parfois de troubles de l'équilibre et de vertige, des troubles sensoriels, comme la sensation de brûlure, de picolement ou d'électricité, et puis enfin un état d'hyperexcitation parfois, avec anxiété, irritabilité, agitation, agressivité, et parfois des mouvements saccadés. Là encore, ça va dépendre des molécules, mais c'est un moyen pour retenir l'ensemble des symptômes qu'on va constater qui peuvent apparaître lors d'un syndrome de sevrage. Alors, je l'ai déjà dit, mais je crois que c'est très important, il faut quand même en clinique bien distinguer le syndrome de sevrage d'une rechute. La rechute, c'est la réapparition des éléments dépressifs caractérisant l'état dépressif majeur. Et il ne faut pas négliger que lors de l'arrêt d'un traitement antidépresseur, eh bien, le risque de rechute est parfois élevé, surtout chez les patients qui ont des épisodes récurrents, c'est-à-dire un nombre élevé d'épisodes au cours des dernières années. En clinique, l'élément le plus important, il y a deux éléments importants pour distinguer la rechute du syndrome de sevrage, c'est l'existence ou pas de nouvelles manifestations cliniques. Nouvelles, c'est-à-dire de manifestations n'existant pas lors du traitement antidépresseur ou lors de la prescription initiale du traitement antidépresseur, c'est-à-dire des éléments qui ont permis de faire le diagnostic. Et puis, il y a l'apparition le délai d'apparition de ces manifestations, et dans un certain nombre de cas, quand on est obligé de réadapter les doses antidépresseurs, la vitesse avec laquelle ils disparaissent. Je vous renvoie ici à deux cours que nous avons déjà fait sur les questions des rechutes et l'évolution des épisodes dépressifs. N'oubliez pas les critères diagnostiques qui permettent de faire le diagnostic d'un épisode dépressif caractérisé. Très important de les avoir en tête et dans le dossier
de la personne qui va recevoir un traitement psychotrope antidépresseur, car ces éléments permettent de caractériser la rechute et ou de différencier les symptômes de sevrage. Vous voyez qu'un certain nombre de ces éléments cliniques qui permettent de faire le diagnostic de la dépression peuvent être partagés aussi par et avec le syndrome de sevrage, comme par exemple les troubles du sommeil ou l'agitation, un certain nombre d'éléments de ce type. Alors, les syndromes de sevrage, les manifestations de sevrage sont des phénomènes qui sont assez fréquents, puisqu'ils peuvent apparaître suivant les molécules entre 20 et 70% des personnes. Ce sont des manifestations transitoires et c'est aussi surtout des manifestations qu'on peut prévenir. Il faut quand même rappeler que on recommande en général d'arrêter les antidépresseurs au minimum 4 à 5 mois après l'amélioration. Et là, c'est toute la question de comment on définit l'amélioration des patients sous antidépresseurs. En tout cas, l'amélioration, dans un certain nombre de cas, on peut parler de guérison de l'épisode dépressif. Ça, c'est pour le premier épisode. Lorsqu'on est face à des patients qui ont eu plusieurs épisodes dépressifs, il est recommandé un traitement plus prolongé qui peut durer plusieurs années. Et donc là, ça va être toute la question du maintien et des arrêts et de la volonté d'arrêt au cours de cette période de plusieurs années telle qu'elle est recommandée. Et donc, c'est tout l'importance de la discussion et de la négociation sur les possibilités d'arrêt ou pas, et l'accompagnement des arrêts des patients pendant cette période d'un traitement qui, en théorie, devrait être un traitement assez long et sur plusieurs mois ou plusieurs arrêts. L'arrêt brutal des médicaments antidépresseurs et surtout, par exemple, de la vaccine peut s'accompagner de syndrome de sevrage. L'arrêt brutal, ça peut être un arrêt sur quelques jours, sur plusieurs jours. Et là encore, l'apparition des symptômes de sevrage va dépendre de la demi-vie de la molécule. Si vous avez une molécule qui a une demi-vie courte, ou si vous avez des capacités génétiques qui font que vous êtes un métaboliseur rapide, eh bien vous allez avoir des manifestations de sevrage plus importantes. Alors pourquoi arrêter les antidépresseurs? C'est d'abord un choix des patients. Très nombreux patients souhaitent ne plus être sous ce qu'ils appellent la dépendance des médicaments psychotropes. Et donc, il faut accompagner les personnes dans ce choix et voir avec elles les intérêts et les bénéfices. Il y a un certain nombre de raisons médicales qui sont par exemple des complications ou des effets secondaires. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle le manque d'efficacité ou la perte d'efficacité chez certains patients au long cours. Et puis l'apparition d'effets plus paradoxaux, ces phénomènes assez marginaux. Alors comment il faut organiser ce sevrage? Le sevrage et les manifestations de sevrage, il faut bien avoir en tête que parfois ils peuvent être sévères et persistants. C'est pas la majorité des cas, hein, c'est même des minorités, mais il faut l'avoir en tête. Ces manifestations de sevrage, elles varient considérablement d'une personne à l'autre, et donc ça rend assez difficile une approche standardisée ou standard fondée sur des preuves scientifiques. C'est toute la question de ce qu'on appelle la décision médicale partagée dans l'arrêt ou la diminution de ces traitements, et la question c'est qui est l'expert? Eh bien, je vous renvoie ici à la question des cours et des enseignements sur la décision médicale partagée. D'une manière générale, il va falloir favoriser ce qu'on appelle un plan de sevrage, c'est-à-dire une méthode ou une négociation avec les usagers sur comment on va diminuer ou arrêter le traitement et qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on met en place si certaines manifestations de sevrage apparaissent, donc une certaine anticipation de ce qu'on va faire lors de cette diminution, de l'arrêt du traitement. En clinique, il est quand même important d'essayer avant de mettre en place ce plan de sevrage, de trouver ce qu'on appelle la dose de confort, c'est-à-dire la dose à laquelle les personnes se sentent bien, sans manifestation gênante, et avec un effet psychologique ou psychique satisfaisant. Il est en théorie et en pratique utile de maintenir pendant 2 à 4 semaines cette dose d'antidépresseur qui est appelée la dose de confort avant de se lancer dans un plan de sevrage. Donc effectivement, il y a là toute une négociation sur le temps nécessaire et le suivi à mettre en place et l'accompagnement pendant cette période de stabilisation avant de commencer le sevrage. Alors le plan de sevrage, il va définir, et en clinique, je l'ai déjà dit, les patients ont souvent plusieurs médicaments
psychotropes associés à l'antidépresseur, malheureusement, des anxiolytiques, des hypnotiques, parfois même des neuroleptiques. Donc il va falloir définir le ou les médicaments qui vont être arrêtés, et puis dans quel ordre et la quantité de médicaments qu'on va arrêter. Il y a des patients qui préfèrent arrêter tout le traitement d'un coup, ce qui est parfois pas très simple. D'autres pour lesquels on pourra commencer par essayer de diminuer les anxiolytiques ou les hypnotiques. Là encore, c'est pas toujours très facile, mais il faudra définir les médicaments qui entraînent et qui sont susceptibles pour la personne d'entraîner le plus de manifestations désagréables et ou pour lesquelles c'est le plus difficile de vivre avec ces médicaments et donc de choisir le ou lesquels on va commencer l'arrêt ou le sevrage. Il faut essayer de définir un ordre dans lequel les substances vont être sevrées et puis de définir une méthode, un protocole et des techniques de sevrage qui vont être utilisées. Là encore, il n'y a pas de protocole standard. Il y a quelques manuels sur lesquels on peut se référer. Ceci est un manuel de sevrage des psychotropes qui n'est pas un manuel médical stricto sensu, mais qui est un très bon manuel d'aide au sevrage des psychotropes. Je vous invite de le consulter. Il y a plein de modèles pour essayer de diminuer et d'arrêter les traitements psychotropes. Alors, les principes du protocole de sevrage, c'est diminuer progressivement la dose d'antidépresseurs, jamais la diminuer de façon abrupte, en essayant de faire des paliers qui ne vont pas excéder, alors là c'est la théorie ce qui est recommandé, 10% de la dose en cours. Chez les patients qui ont des manifestations de sevrage importantes ou qui sont très anxieux face au sevrage, on peut faire des diminutions plus faibles, à l'ordre de 5%. Les paliers de cette diminution, elles sont en général de plusieurs jours et vont dépendre de la demi-vie des antidépresseurs. Si vous avez des antidépresseurs à demi-vie courte, vous ferez des paliers qui ne seront pas du tout les mêmes que si vous avez des antidépresseurs à demi-vie longue. Il faut essayer à chaque fois d'éviter de revenir en arrière, c'est-à-dire de ne pas réaugmenter la dose de la posologie. Donc il vaut mieux en général allonger le temps de stabilisation et de dose que de faire des modifications très rapides, monter, descendre. Là encore, ça nécessite que les personnes qui arrêtent le traitement antidépresseur en accompagnement avec la personne qui leur prescrit évaluent les manifestations qui apparaissent, leur intensité et leur retentissement. Il y a un certain nombre de personnes, de patients qui aiment s'appuyer sur les auto-évaluations. Il existe des possibilités d'auto-évaluation standardisées où on peut aussi se référer à ce que je vous rappelais tout à l'heure sur l'acronyme FINISH qui permet de repérer les potentiels symptômes de sevrage et leur intensité. Alors, ça c'est un élément qui est important, c'est qu'on imagine que ce sevrage et la diminution des doses va être linéaire, mais dans un certain nombre de cas, cette diminution va être d'abord assez rapide, entre guillemets, et puis quand on arrivera à des posologies plus faibles, on devra avoir des paliers parfois plus longs pour désensibiliser l'organisme aux effets des antidépresseurs. Là, c'est un tableau de décroissance de la fluoxétine, on part de 20 mg par jour, et puis on fait des paliers qui vont, comme vous le voyez, 19,5, puis 18,5, puis 17,5, puis 17. Donc ce sont parfois des paliers lorsqu'on a un traitement long cours qui peuvent être des paliers assez longs, comme avec la fluoxétine. Alors les points à retenir sur l'arrêt des antidépresseurs. Donc l'arrêt des antidépresseurs, c'est une volonté permanente et assez fréquente et justifiée de l'ensemble des personnes sous ce type de traitement. Il faut toutefois en mesurer le bénéfice-risque, avec l'existence potentielle de manifestations physiques mais aussi psychiques. Certains antidépresseurs vont entraîner plus, et donc sont plus à risque de manifestations de sevrage, comme les inhibiteurs de la MAO, les tricycliques, la paroxétine et la venlafaxine. Deux antidépresseurs, surtout la fluoxétine et la gomélatine, devront avoir une diminution plus progressive, du fait à la fois de leur demi-vie surtout. Et puis, bien évidemment, c'est toute la question de l'information des phénomènes de rebond et de sevrage, et puis ensuite du fait d'établir avec les usagers un plan
un plan de sevrage qui tiendra compte, donc, comme j'ai essayé de le dire, des manifestations de sevrage et des molécules que l'on souhaite arrêter ou diminuer, et des actions qu'on va mettre en place pour gérer ces manifestations de sevrage. Les actions qu'on peut mettre en place pour gérer les manifestations de sevrage, c'est pas seulement des médicaments, hein, c'est des actions qui peuvent être psychologiques, des actions physiques et des actions comportementales. Il y a un certain nombre de choses qui peuvent être considérées comme de l'accompagnement au sevrage et qui permettront de sortir des médicaments antidépresseurs. J'ai mis quelques références bibliographiques, même si j'ai dit qu'il n'y en avait pas beaucoup. Il y a quand même des revues de la littérature et puis de plus en plus de recommandations qui sont apparues pour essayer de gérer ces manifestations de sevrage.